أجل في الأول رجعنا التلفزيون نتقبليت ثكناديث ثم صواد المولد فيزار ساقين ذي بارين بدات ذي مونتروي ذي تزقا تيذوكلا تفركا لاقي ذي مونتروي أقلق نفاد يعني يونو محدين فرحات سنفكران توتريوين يوث نغسنا توتريوين لكن كان يوكني نظرا باللي ثاني لا ومحدين يعني لافوكا Iglan CDC. Monsieur, bonjour. Voilà donc votre nom s'il vous plaît. Maître Pandolo. Maître Pandolo. Bonjour Monsieur Pandolo. Haut de Paris, ouais, le barreau de Paris. Donc juste une question par rapport à cette appellation de Farhat par la police française. Donc essayez de nous expliquer à peu près un petit détail comme ça, les raisons de son arrestation. Il est reproché au président Mehni une infraction que je qualifierais d'imaginaire, puisqu'il s'agit de l'infraction de blanchiment en bande organisée. Lorsque j'ai été appelé par les services de police, j'ai été le premier étonné, puisque je défends M. Mehni depuis plusieurs années, et qu'il a toujours été partie civile dans tous les dossiers pour lesquels j'ai eu l'honneur de l'assister. Très rapidement, au cours de la mesure de garde à vue, l'officier enquêteur s'est rendu compte de l'inanité des poursuites, pour ne pas dire leur quasi-absence, puisqu'on a pu répondre à toutes les questions, démontrer la vacuité du dossier et surtout démontrer par ailleurs, ce qui est peut-être l'élément essentiel, que pour qu'un prévenu puisse être poursuivi pénalement du chef d'une infraction, en l'espèce de blanchiment en bande organisée, encore faut-il qu'il y ait un élément intentionnel, et pour qu'il y ait un élément intentionnel, encore faut-il qu'il ait au préalable la connaissance du risque pénal attaché à cette infraction et également au contour de cette infraction. Or, je tiens à préciser que le président Mehni à aucun moment ne connaissait véritablement l'infraction qui lui était reprochée. C'est la raison pour laquelle, s'agissant d'une infraction où vous pouvez être retenu en garde à vue près de 96 heures, il a été remis en liberté sans prolongation de sa mesure de garde à vue, ce qui démontre, si besoin était, l'inanité, l'absence totale de charge, d'indices à son encontre, de culpabilité. Je vous remercie de répondre à nos questions de TQ5, télévision Trevellis à Cannabis. Je vous remercie, monsieur Maître. Merci à vous. C'est bon. أجل في الأول إذا جيت وليم تيكي 5 ثلا ساقين يوثن تمليليث ذاقين ذي مونتروي ذي يوثن تيدوكلا مقارن ثفركا من بعد من ديفا فرحات ذي كنا حبوسيت حبسن يمسول ثا فرنسا مثلا يساد وكنا ذي خدم يوثن تمليليث كنت خمسة يوك ذي مثلا أراد ياسن أسد. Istma ذاس وليش فين وياه إمي
البطل اللي يرنا يتكميل يتفراغيد مدان بغو نروح تمليلي بوسان وقبل كل شيء غتهدو يويد يخدمن تفسوس 1981 أقلع 19 ماي اسمي تخدمن دي فكايس كملن أمنوغ غاف مازيغ ديال الوقت. Peut-être qu'il y a des journalistes français ici, et j'ai mon avocat qui est français, qui ne comprend pas le kabyle. Donc je dois vous saluer tous et vous dire que quand on se bat pour un idéal, il faut s'attendre à ce que l'on soit victime de toutes les infamies possibles. Nous sommes le 19 mai et j'ai une pensée particulière pour ceux qui, en 1981, à Fgaïs et à Alger, avaient manifesté pour maintenir la flamme de la revendication kabyle vivante. Ces jours-ci, ces derniers temps, il y a, depuis particulièrement le mois de mars, et en prévision du 20 avril, il y a eu énormément d'interventions de la part des autorités algériennes pour nous salir, ou tenter de nous salir, ou nous intimider. Et c'est ainsi que, dès fin mars, on avait annoncé qu'il y a eu arrestation d'une bande de 8 personnes appartenant au MAC, en possession d'armes et projetant de faire des actions terroristes, notamment au sein des marches du Hirak. Nous avons démenti en son temps, mais cela nous rappelle déjà l'affaire Walid Naqish qui, le 29 novembre 2019, était arrêté à Alger et il a été torturé pour qu'on lui fasse avouer qu'il était membre du MAC et qu'il préparait des attentats à Alger contre les marcheurs. Cette obsession du pouvoir algérien de faire du MAC une organisation terroriste parce qu'il n'a pas d'argument politique à opposer à son pacifisme, au pacifisme des indépendantistes kabyles, il essaye de se donner les moyens légitimes d'une répression que le monde et la Charte des droits de l'homme condamnent. Un mois plus tard, le ministère de la Défense, donc le 25 avril dernier, après les grandioses marches du MAC, tout à fait pacifique par ailleurs, il y a eu un communiqué donc, du MDN annonçant qu'ils ont arrêté des gens qui appartiennent au MAC et qui projettent de faire des attentats. Je les avais mis au défi d'apporter la moindre preuve de ce qu'ils avançaient, de ce que le ministère avançait. On a été en prison à Tizi Ouzou chercher un délinquant notoire qui était en train de purger sa peine pour le faire filmer à la télévision algérienne et lui faire avouer qu'il y a des membres du MAC qui viennent acheter des armes chez lui, alors qu'il n'a jamais vendu une arme de sa vie. Et qu'il allait acheter des armes partout, ça se trouve, hein, comme si les armes se vendent comme des petits pains en Algérie ou en Kabylie particulièrement. Toute l'Algérie s'était mise à rire et à se gausser de l'incurie du régime à vouloir diaboliser un mouvement pacifique.
même ceux qui n'étaient pas des Kabyles, des arabophones partout, ont mis en ridicule, ont ridiculisé un peu, et se sont ridiculisés plutôt, tous les Algériens se sont mis à rire de cette incapacité du pouvoir à trouver autre chose que ce genre d'argument fallacieux. Depuis, cet homme a disparu. Il y en a qui disent qu'il a été tué pour ne plus avoir à témoigner. Je les mets au défi de les montrer de nouveau. Et voilà que, avant-hier, il y a 2 jours de cela, toutes les télévisions algériennes ont diffusé le même documentaire montrant, essayant de démontrer que le MAC est une organisation terroriste. Maintenant, je les mets au défi de nous apporter ces preuves de terrorisme dont ils nous accusent. Avoir une opinion est un droit reconnu par toutes les instances internationales. Ce droit-là, nous n'en départirons jamais. Nous sommes décidés à assumer nos convictions citoyennes et politiques. Aucun terrorisme judiciaire ou politique algérien ne peut nous faire reculer là-dessus. Les élections législatives projetées pour le 2 juin, à l'avance boycottées par la Kabylie, font désavouer, ou désavouent un peu le régime lui-même, et font se détacher la Kabylie du reste de l'Algérie, à laquelle par ailleurs elle n'appartient pas naturellement. Hier, le Haut Conseil à la sécurité, présidé par le président algérien, avec tous les chefs militaires nécessaires, la police, ont décrété que le MAC est une organisation terroriste. Est-ce que mon arrestation, survenue le jour même, n'aurait pas quelque coïncidence un peu fâcheuse pour eux dans cette affaire? Cette affaire sur laquelle je reviendrai. Mais pour riposter à ce genre d'accusation, nous sommes là. Nous avons nos textes, nous avons nos déclarations, nous avons l'ensemble des structures, des actions qui ont été menées jusqu'à présent comme témoins par rapport à l'impossibilité d'appliquer le statut de terroriste au MAC. Par contre, en tant que président de la NAVAD, je vais convoquer le Haut Conseil de sécurité à la Kabylie. Et nous sommes fondés sur la base de la décision d'Alger d'inscrire le MAC comme organisation terroriste sur sa liste, de proclamer, je demanderai au HCSK, le Haut Conseil de la sécurité de la Kabylie, d'étudier si l'État algérien n'est pas colonialiste en Kabylie, n'est pas terroriste et n'est pas voyou. Et nous allons communiquer ces décisions à l'ensemble de l'opinion internationale et des instances internationales. Et nous verrons qui aura raison. Toutefois, il y a quelques jours, la France et l'Algérie ont signé une convention d'extradition entre les 2 pays. Il n'y a pas de raison à ce qu'un homme politique soit inquiété par par cette convention. Mais le fait de nous traiter de terroristes permettrait
au gouvernement algérien, sous étiquette terroriste, de revendiquer l'extradition d'un homme. Je ne pense pas que cela puisse être possible, et la tentative d'hier de m'impliquer dans une affaire dans laquelle je suis entièrement étranger pourrait être interprétée, elle a été interprétée sur les réseaux sociaux comme étant une démarche allant dans le sens d'une demande d'extradition d'Alger d'un homme politique. Nous n'en resterons pas là. Il y a des procédures et des démarches pour l'extradition qui sont assez longues et assez délicates. Voilà. Donc pour parvenir à une décision officielle. Je ne pense pas que la France, un État de droit, malgré toutes les imperfections, puisse accéder aux desiderata et aux revendications capricieuses, aux demandes capricieuses d'Alger. Plus la France accepte des demandes capricieuses d'Alger, plus Alger monte les enchères. Donc je ne pense pas que la France puisse aller dans ce délire. Pour autant, nos militants sont sur le terrain. Ils sont pacifiques. Je mets en garde le régime algérien à commettre des attentats au sein des foules pour les impliquer, pour les imputer au MAC. Nos militants ne feront jamais d'actes terroristes, que tout le monde le sache. Nous sommes des femmes et des hommes de conviction, des femmes et des hommes pacifiques. Il est hors de question qu'on nous impute quelque acte de violence que ce soit. Je demande aux militantes et aux militants de ne pas se cacher. On cherche à nous pousser vers la faute, à nous pousser à faire la faute de la clandestinité ou de la violence. Il n'en sera rien. Ils veulent nous emmener en prison, qu'ils le fassent. Le monde entier est témoin de la barbarie du régime et de son terrorisme. Mais il est hors de question que nous nous cachions ou que nous versions dans la violence comme ils souhaitent, parce qu'il ne connaît que le langage des voyous. Alger ne connaît que le langage des voyous. Et nous ne sommes pas de son acabit. Donc, que ce soit clair, les élections du 12 juin, malgré la loi votée, décrétée, faisant encourir à tout militant anti-vote une peine de prison de 20 ans, la Kabylie ne votera pas. Et si on ramène des gens d'ailleurs et des militaires pour voter, je demande à tous les citoyens de filmer ceux qui sont ramenés par bus ou ailleurs pour montrer que ce ne sont pas des locaux qui votent et que le monde entier le sache. Une fois posées ces règles, l'affaire qui m'est reprochée officiellement n'a strictement rien de politique. Mais en tant qu'homme politique, je ne peux pas ne pas faire de lien entre l'ensemble des faits qui se passent et mon implication dans une affaire abracadabrantesque à laquelle, sincèrement, je ne comprends rien. Je demanderai à mon avocat d'en expliquer un peu la chose. Juste un peu pour voir de quoi il se retourne. Et bien entendu, plus tard, je me réserve le droit de déposer plainte pour usage frauduleux de ma carte bancaire.
Voilà. Juste une bonne nouvelle quand même, je vais vous la dire, et puis après mon avocat, vous pouvez poser des questions. Il y a eu, pendant toute cette période où il y a eu de l'agitation contre le MAC, parce que le MAC monte en puissance, mais en puissance pacifique et civile, politique, il y a eu un chenapan, un criminel, qui a appelé à exterminer les Kabyles, à les gazer. Cet homme vient d'être arrêté par la police anglaise qui a trouvé chez lui des choses délictueuses, des flyers, des anti-Kabyles en général, et il est accusé d'intention génocidaire contre la communauté kabyle. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et ceci suite aux plaintes que les nôtres ont déposées là-bas. Je laisse la parole à mon avocat pour vous expliquer cette affaire à laquelle encore je n'arrive pas encore à comprendre. Je ne sais pas sur quelle base on puisse, avec une carte bancaire, faire en sorte qu'on fasse des ventes de tickets de PMU, puisqu'il s'agit de ça, et que l'argent ne rentre pas en banque. Voilà. Merci, Président. Tout d'abord, merci d'être présent ici, puisque je suis Gérald Pandelon, je suis avocat, et j'ai eu la chance, l'honneur de défendre hier votre président, le président Mehni. Je dois vous avouer qu'en plus de 20 ans de carrière, j'ai rarement rencontré un dossier aussi vide. À telle enseigne que j'ai pu, pendant les 3 ou 4 heures que j'ai pu assister le président Mehni, me poser la question, d'ailleurs j'en ai parlé au commissaire qui procédait à la mesure de garde à vue, et j'ai pu lui poser la question de savoir ce qu'on faisait là. Alors, en tant qu'avocat, bien évidemment, je me placerai sur le terrain juridique. Je ne fais pas de politique. Et le président s'est expliqué sur le volet politique. Bon, j'ai la faiblesse de penser, mais vous savez, au bout de 20 ans, une vingtaine d'années d'avocat, on devient tous paranoïaques. J'ai la faiblesse de penser qu'il n'y a pas de coïncidence. Mais enfin, ça n'engage que moi. Encore une fois, je vais essayer de me placer sur le terrain essentiellement juridique et répondre à vos questions, puisque je crois qu'il y a un certain nombre de journalistes dans la salle. Comme je vous le disais, j'ai rarement rencontré un dossier aussi vide. Et lorsque les services de police m'ont téléphoné pour venir prêter assistance au président Mehni, je me suis dit, c'est sans doute encore parce qu'il est partie civile dans un dossier où de multiples plaintes n'ont jamais abouti, puisque à ce jour, lorsque j'ai eu la chance d'être consulté par le président Mehni, c'était uniquement parce qu'il était victime, lui, d'actes d'infraction, enfin de délit. Et curieusement, toutes les plaintes qu'on a pu déposer avec mon confrère Bozettine n'ont curieusement jamais abouti, si ce ne sont à des classements sans suite. Et lorsqu'on m'a téléphoné pour me dire le président demande votre assistance, je pensais pas une fraction de seconde que ça pourrait être l'infraction dont il s'agit, en l'espèce une infraction, je crois qu'on peut le dire, de blanchiment en bande organisée, à supposer d'ailleurs que le président est, avec tout le respect que je vous dois, ait connu tous les contours juridiques d'une infraction de blanchiment en bande organisée, ce dont il, à l'évidence, il ignorait tout. Alors, pour entrer dans le détail, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de répondre à vos questions. La seule chose que je puisse vous dire en préambule, c'est que pour qu'une infraction en droit français soit constituée, il faut un élément intentionnel, il faut avoir la volonté de commettre une infraction, il faut un élément matériel, que cette infraction soit tout simplement attestée par des preuves accablantes, et il faut un élément formel,
qui ne souffre aucune discussion, il faut que ce soit prévu par un texte qui réprime cette infraction. La Cour européenne nous a expliqué depuis 10 ans que la bande organisée, c'était à partir de 2 personnes, ce qui m'a amené dans ma carrière à devoir défendre des personnes qui étaient auteurs principaux et dont la deuxième personne était la femme de ménage. Bon, femme de ménage parce qu'elle était là, donc elle ne pouvait pas ne pas savoir qu'une infraction était en train de se commettre parce qu'elle faisait le ménage. Bon, pour vous dire à quel point l'infraction de bande organisée ne tient pas toujours. Mais surtout, il faut un élément intentionnel, c'est-à-dire un élément moral, un élément volontaire pour participer à la commission de l'infraction. Et alors, je voudrais juste attirer votre attention sur ce point, avant même de parler de l'élément matériel dont le président vous a dit qu'il n'y en avait aucune preuve, et je peux vous attester qu'il n'y a aucune preuve de cet élément matériel, mais sur l'élément intentionnel, je tiens à vous dire que il est très difficile de rapporter l'élément moral ou volontaire d'une infraction lorsqu'on ne la connaît pas. C'est comme si on vous reprochait une infraction dont vous n'avez jamais entendu parler. Alors, c'est vrai que l'avocat, il revient de tout, on a un peu tout vu, mais ça, j'ai jamais vu, pour ma part. Et encore une fois, je préfère me placer sur le terrain juridique, mais par défaut, je suis obligé de me placer également sur le terrain politique. Parce que si l'infraction est méconnue, si on en méconnaît à 100% le risque pénal qui y est attaché, mais on apprend tous les jours, mais comment est-ce possible? Et c'est la raison pour laquelle le président a été relâché, parce que je ne voyais pas comment il aurait pu en être autrement sur ce type d'infraction, sans prolongation. Je vous précise encore quelques points avant de répondre à votre question s'il y en a. C'est que lorsque vous faites l'objet d'une procédure de garde à vue, qu'il s'agit du blanchiment en bande organisée qui peut être considéré comme une infraction de nature criminelle. Parce que l'association de malfaiteurs, la bande organisée, l'article 451 du Code pénal, peut être qualifiée d'infraction de nature criminelle. On peut aller jusqu'à 96 heures de garde à vue. Or là, on est relâché, ce qui est tout à fait normal, au bout de 24 heures sans avoir été prolongé. En français, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à reprocher au président Méhéni. Alors on peut toujours trouver des poux dans la tête à tout le monde. Mais en français, ça veut dire qu'il n'y a rien. Et ça veut dire que l'affaire est terminée. Alors ça m'a permis d'aller faire un petit tour à la police judiciaire. Je m'ennuyais ce jour-là, donc merci. Mais je vous avoue que j'aurais préféré être convoqué pour un motif plus noble. Voilà, je vais répondre à vos questions. Merci. Merci. Bonjour, je suis Cécilia de l'AFP. J'ai une question pour vous, monsieur Méhéni. Je voudrais savoir si, à votre connaissance, l'Algérie a fait une demande d'extradition déjà. Et deuxièmement, si vous pensez clairement que votre mise en garde à vue fait partie d'un service rendu par la France à l'Algérie pour améliorer ses relations avec l'Algérie. Merci. Bon. Merci pour votre question. Je n'exclus aucune hypothèse, mais nous sommes dans de pures supputations. Si tout ce que j'ai décrit tout à l'heure comme étant un processus visant au final à ce qu'il y ait une demande d'extradition conjuguée au fait qu'il y ait d'abord taxation de terrorisme pour une organisation pacifique et politique, et sous prétexte de taxation de terrorisme, demander l'extradition du président, cela peut être une sorte, il peut y avoir peut-être un lien sur une implication fantaisiste dans une affaire pour éventuellement cumuler un certain nombre de faits qui pourrait faire croire que je serais probablement extradable. Voilà. Je pense que
il y a encore des avocats de valeur en France, il y a des hommes qui font respecter la loi et le droit, et je me sens tout à fait serein de ce côté-là. Vous avez entendu ce que j'ai dit, le MAC n'est pas terroriste, le MAC est une organisation attachée au droit international, sur le droit des peuples à l'autodétermination, et il n'en démordra pas de ce côté-là, et ne commettra jamais d'actes de violence. Et que s'il y en a, c'est d'aventure, c'est par malheur, il y en a en Algérie, cela ne pourrait être que le fait des services algériens et non pas des militants du MAC. Voilà. Je voudrais, madame, préciser un point par rapport à votre question, si vous me permettez. Pour qu'il y ait une procédure d'extradition, encore faut-il qu'en amont, il y ait des poursuites pénales qui aient été diligentées ou qu'un jugement définitif, on ne va pas rentrer dans le détail technique ici, ait été prononcé définitivement à l'encontre du président, étant précisé que le contentieux pénal est un contentieux suspensif. Vous savez qu'à tous les étages, c'est suspensif, il faut attendre la décision devenue définitive et irrévocable pour pouvoir ensuite rédiger entre ministères une procédure d'extradition. Donc, que penser? Si on a dit du côté des autorités judiciaires ou politiques, à supposer que ce ne soient pas les mêmes, qu'on allait délivrer une procédure, un mandat d'arrêt, une procédure d'extradition, je voudrais inviter les autorités judiciaires algériennes à revoir leurs études de droit. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Excusez-moi d'être un peu sévère, mais encore faut-il que des poursuites pénales antérieures ou un jugement définitif aient été rendus sur la base duquel on va engager une procédure d'extradition. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et dernier point, mais je pourrais développer, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ce point-là, et dans l'hypothèse où cette procédure d'extradition pourrait prospérer, en comptant toutes les voies de recours, étant précisé encore une fois que le contentieux est suspensif, vous en avez pour 10 ans. Donc, encore un coup d'épée dans l'eau. À mon âge. Oui, de El Watan ou je ne sais pas qui, mais un coup d'épée dans l'eau en toute hypothèse. Mais vous savez, on est dans une période où on aime parler. Ça fait du bien. Merci. Merci à vous. Bon, s'il n'y a plus de questions de journalistes, on peut lever. Hein. D'accord. Oui. أزف الأول تيكو 5 تلفزيون تقنية كندي تيكو 5 تراغا ولا طاس غافاين شدن أي منقار لا ريزون ديتا زمان دولا غادنا نوي فرنسي ريزون ديتا de la République française لكن على حساب وين نزرع نوسعهم des relations en particulier économiques voire même politiques où va la France d'aujourd'hui avec les relations qu'il a avec le pouvoir algérien? Est-ce qu'il va y aller jusqu'à, selon ce qu'on a connu déjà, avec en particulier, je cite Saïd Mandara, qui a été d'ailleurs exclu de la France vers l'Angleterre. Donc on se rappelle de ça. Est-ce que ce n'est pas exactement ce qui se passera avec Farhat Mendy, président de JPK MAC? Est-ce que ça va se produire le même scénario à l'avenir? Merci. Je ne souhaite pas. Ce qui s'était passé avec Bessaoud est une ancienne histoire que j'ai vécue personnellement, puisque j'étais en contact avec Bessaoud à l'époque. Et cela ne correspond pas contextuellement à notre cas d'aujourd'hui. À l'époque, c'était pratiquement des dictatures partout. Hein, c'était le monde bipolaire entre le monde soviétique et le monde occidental, capitaliste, et il y avait des attitudes de couveuses de dictature.
que ce soit le bloc de l'Est ou le bloc de l'Ouest, chacun couvait ses dictateurs comme il pouvait et donc accéder à leurs demandes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde un peu plus évolué, un peu plus serein, mais qui garde un certain nombre de tensions, bien entendu. Sauf que la France a évolué en termes de droit. On se souvient qu'à l'assassinat de Missili, l'assassin lui-même a été appréhendé en 1987. L'assassin a été appréhendé, mais Pandro Pasqua, qui était garde des Sceaux et ministre de l'Intérieur, avait décidé du renvoi en Algérie de l'assassin lui-même. Je pense que cette agitation, d'ailleurs, ça me rappelle non pas que la France puisse accéder à une demande algérienne d'extradition du président de la Navade, du président du gouvernement provisoire kabyle, mais plutôt une forme d'agitation pour légitimer mon assassinat. Le fait de préparer l'opinion, de faire des vagues de propagande anti-MAC et en diabolisant au maximum le président de la Navade, c'est une façon de légitimer, en quelque sorte, mon assassinat. Voilà à quoi je pense plus qu'autre chose. Mais je leur dis de ce côté-là, des farhats, il y en aura toujours. Tous les Kabyles sont des farhats. S'ils m'assassinent, il y en aura d'autres qui prendront la place, et ainsi de suite. La fibre de l'indépendance de la Kabylie ne mourra jamais dans l'âme d'un Kabyle. Oui. Est-ce que c'est une فرانسيس فرانسيس تستعملوها ما إلا منسولين ماذا قلنا أسالين تمور في أسلوب تمور لكن تمورا فيما تمورا تمورا civilisé, on va dire comme ça. Est-ce que ça ne représente pas un danger? Est-ce que c'est pas le fait? Est-ce que le fait que la Kabylie aspire à devenir un État indépendant sur des bases démocratiques, laïques, c'est-à-dire qui répondent à un standard, on va dire, humanitaire, humain et classique européen, sur le modèle, on va dire, européen, entre guillemets, est-ce que ça ne peut pas encourager encore et encore des forces occultes, pas seulement algériennes qu'on connaît depuis toujours, ça c'est clair, net et précis, c'est l'affiliation à l'Arabie et à l'islamisme qu'elle veut de toute façon. Est-ce que les forces occidentales, avec tout mon respect, avec tout le respect qu'on peut avoir, ne seraient pas tentées de ne pas vouloir qu'un tel État, parce que c'est un espoir pour que toute cette région de la rive sud de la Méditerranée finalement s'épanouisse, s'émancipe du joug colonial perpétuel depuis des siècles en fait. Voilà la question. Merci. Je répondrai en français, mais auparavant, permettez-moi de saluer les milliers de personnes qui m'ont apporté leur soutien à travers des messages, les dizaines de milliers de personnes qui l'ont fait sur leur profil de réseaux sociaux, et je salue le Conseil suprême des Amazirs de Libye qui m'a envoyé son soutien, comme le mouvement pour l'autonomie du Mzab, comme les Izmoulen aussi, du Mzab toujours. Donc je salue tous ceux qui, à travers le monde, m'ont apporté leur soutien, et je salue votre présence ici, vous qui n'êtes pas du MAC, qui êtes quand même venus pour témoigner de votre solidarité. La question que vous posez, cher monsieur, est d'une vision profonde de la politique internationale. Il me semble que pour des raisons de stabilité régionale,
il y a tellement de conflits dans le monde, on préfère taire certaines revendications et certains mouvements, même s'ils sont construits sur le meilleur des modèles, plutôt que de mettre le monde, ou de croire que le monde va être à feu et à sang si on prenait à changer les frontières actuelles. Donc il y a, le monde est traversé par toujours deux mouvements contradictoires, ceux de la pause et du mouvement. Donc on préfère, autant que faire se peut, garder un statu quo plutôt que d'évoluer. Mais il appartient à nous d'aller de l'avant. Ce sont les forces du mouvement qui font évoluer le monde et non pas celles qui le font stagner et qui ne font que faire reculer le monde vers des âges encore plus arriérés. La Kabylie est à l'avant-garde de l'humanité aujourd'hui, nous pouvons le dire, puisque nous aspirons à construire un pays sur les meilleures valeurs, sur la base des meilleures valeurs et des meilleurs projets qui soient utiles, aussi bien pour la Kabylie et les Kabyles eux-mêmes, mais pour toute l'humanité. Et nous ouvrons la voie à tous les peuples muselés jusqu'à présent pour aller de l'avant eux aussi, faire en sorte que le monde devienne plus paisible et plus coopératif et plus humain. Voilà ce que je peux dire. Les relations internationales sont aujourd'hui prises en otage par des conflits d'hégémonie et de leadership international, et chacun est revenu au réflexe de la guerre froide, c'est-à-dire de se préserver un précaré dans des pays où la démocratie n'existe pas. Dans ce cadre, on peut comprendre que la France soit tentée de suivre cette voie. Vaut mieux un que deux tu l'auras. Voilà, ça c'est l'adage français qu'on tient de La Fontaine. Mais je pense qu'il y a des forces internes à la France qui travaillent pour une heureuse évolution. Nous ne pouvons pas continuer avec une Côte d'Ivoire où il y a deux peuples qui peuvent s'entretuer tout le temps. Et à chaque élection présidentielle, c'est un drame. C'est la même chose, on l'a vu en Guinée, c'est la même chose au Kenya, c'est la même chose un peu partout. Donc cette situation engendrée par la colonisation est intenable. Il est arrivé l'âge où ce monde colonial, tel que dessiné par la colonisation, est dépassé, est en déphasage total avec la marche du monde vers plus de prospérité, vers plus de respect de l'être humain en général. Voilà ce que je peux répondre à ce niveau-là. Merci. Vous me permettez une observation ? Oui, juste une observation, encore une fois, sur le plan juridique. Lorsqu'on évoque la raison d'État, si un État comme l'État français devait soulever la question de la raison d'État pour considérer de façon parfaite mauvaise foi que le MAC serait un mouvement terroriste, ils se prendraient à leur propre piège, parce que c'est la France qui deviendrait alors un État terroriste. Parce que encore faut-il justifier sur un plan juridique, et de toute façon, avec les soutiens dont dispose le président Méhéni, et puis le MAC, etc., on comprendrait bien que l'État algérien est à la manœuvre. Donc, encore une fois, je crois que c'est une personne qui avait posé cette question de la possibilité, au nom de la raison d'État, de considérer donc le MAC comme un mouvement terroriste. Ça ne tiendrait pas 30 secondes, outre le fait que en procédure pénale internationale, vous avez beaucoup de procédures qui pourraient être mises en œuvre et qui anéantiraient totalement, neutraliseraient totalement toute velléité de soulèvement d'une quelconque question de raison d'État. Merci. Oui. Bonjour.
Monsieur Hamani, on est content que vous soyez parmi nous là, libre, enfin. Ouakada, je pense que actuellement, la Kabylie a deux ennemis. Il y a aussi l'islamisme, le salafisme qui se propage en Kabylie. Nous en avons vu dernièrement une vidéo où il y avait 5 mosquées. Donc, comment affronter justement ces deux tenailles d'une même, ces deux mâchoires d'une même tenaille? Parce que l'islamisme, il est contre la Kabylie, l'islamisme mine encore, il est même dans les foyers kabyles. Ça, c'est moi, je trouve ça très dangereux, parce qu'on parle juste maintenant, on parle du régime en place, c'est vrai qu'il. Mais, l'islamisme, il est là. Il est encore plus dangereux, à mon avis, que ce régime en place à Gérard. Merci pour votre question. L'islamisme est l'enfant du régime algérien. L'islamisme est protégé par Alger. L'islamisme est déployé par l'Algérie en Kabylie. L'islamisme, l'Algérie lui offre tous les moyens dont il dispose pour calmer la Kabylie et l'amener à s'arabiser, se dépersonnaliser. Parce qu'en Algérie, même si en Syrie, il y a eu guerre entre l'arabisme et l'islamisme, le Ba'ath est contre le mouvement islamiste, en Algérie, il trouve un terrain d'entente. L'islam arabise et l'arabe islamise. Donc, il ne faut pas croire quand on se bat contre l'islamisme, on ne se bat pas contre Alger. Donc, se battre contre le régime, c'est se battre contre l'islamisme, parce qu'on donnera, si la Kabylie est indépendante, elle se donne les moyens d'en finir une bonne fois pour toutes avec le danger islamiste. Mais quand elle se bat aussi contre l'islamisme en Kabylie, c'est bien entendu le régime qui recule et son idéologie. Hein, n'oublions pas que l'idéologie du régime algérien est l'arabo-islamisme. Et n'oublions pas non plus, et ça je parle devant mon avocat, qu'il y a, depuis août 2019, il y a eu l'opération Zéro Kabyle, qui a été tenue, qui a été décidée à Mostaganem le 30 août 2019, et ceci protégé par les corps de sécurité de l'État algérien. Maintenant, quand on nous accuse de terrorisme, qui est terroriste d'entre nous? Ceux qui ont décidé d'exterminer les Kabyles ou les Kabyles qui veulent pacifiquement défendre leur droit à l'existence? L'islamisme et le régime algérien, je n'utiliserai pas la formule consacrée qui me paraît un peu déplacée, mais disons, ce sont des frères siamois. Voilà. Donc, pour nous, nous ne faisons pas de distinction entre l'arabisme et l'islamisme. L'islamisme est l'envoyé du régime algérien. Il n'est pas un étranger au régime. S'il y a, comme on essaie de le faire montrer, conflit entre l'islamisme et le régime algérien, ce n'est pas sur la base des principes et des objectifs à atteindre, mais sur la question de leadership. Les islamistes considèrent que c'est à eux qu'il revient de diriger la victoire de l'islam et de réaliser l'islamisation totale de l'ensemble du monde. C'est une question juste de leadership local et non pas une question d'opposition d'intérêt particulièrement en termes d'orientation idéologique et politique. Merci. Moi, ma question, en fait, je veux poser, c'est quand un pays comme l'Algérie, une dictature, décide de manière unilatérale, sans un coup de tête, décide comme ça qu'un mouvement politique pacifique, où il y a des opposants effectivement pacifistes, décide que c'est de mettre sur la liste noire comme un mouvement terroriste. C'est-à-dire est-ce que d'autres pays arabo-musulmans, notamment qui ont des bonnes relations avec l'Algérie, suivront forcément cette voie?
dans des pays démocrates, de toute façon, ces opposants pacifiques résident, donc il n'y a pas de problème. Mais quelles sont aussi les possibilités pour ce mouvement pacifique à prendre, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan, comment dirais-je, la démarche pacifique, à faire sur le plan international? Est-ce qu'il y a des droits pour eux pour aussi condamner cette injustice qui est commise par cet État? Merci. Merci pour votre question. Je considère que s'il y a eu tout ce tralala, c'est qu'ils ont déjà préparé un plan pour commettre des attentats au sein du Hirak et en accuser le MAC. Nous dénions à l'avance à qui que ce soit le droit de nous impliquer dans des actions qui ne seront jamais les nôtres. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il est bien entendu que l'Algérie, diplomatiquement, fera adopter aux pays avec lesquels elle se sent amie d'appliquer la même qualification au MAC. Mais je fais confiance à l'intelligence du monde occidental, du monde de la liberté, pour que cela ne soit jamais le cas. Et de toutes les façons, je vais saisir, dans les jours à venir, l'ensemble des instances internationales sur les dérives du régime algérien à travers la décision, et la grave décision qu'il vient de prendre. Nous appelons le régime algérien à revenir sur sa décision, même si nous savons que c'est peine perdue, mais personnellement, je les invite à revoir leur copie et à se rendre à la raison que pour le droit à l'autodétermination de la Kabylie, il n'y a qu'une seule solution politique et électorale, le droit à l'autodétermination et le référendum qui va avec. Je vous remercie. Oui, ça, pour répondre à votre question également, outre le fait que vous n'ignorez pas qu'il y a un mémorandum qui a été déposé auprès des Nations Unies pour l'autonomie, voire l'indépendance de la Kabylie. Donc il eût fallu qu'à l'époque, on considérât que ce mémorandum était nul et non avenu, une fin de non-recevoir. Or, à ce jour, à ma connaissance, aucune réponse, fût-elle négative ou positive, n'a été opposée à ce dépôt de mémorandum. Il eût fallu qu'à l'époque, on considéra que la Kabylie était déjà un mouvement terroriste dont le mémorandum ne pouvait en aucun cas faire l'objet d'un examen, fût-il partiel. Or, à ma connaissance, il n'y a pas eu de réponse ni négative ni positive. Merci. Juste pour rappeler un peu au régime algérien que dans son article 32 de la nouvelle constitution que nous n'avons pas voté, est inscrit le soutien à toutes les causes d'autodétermination des peuples de la part de l'Algérie. Le fait de nous taxer de terroristes est une manière, est un artifice juridique complètement malhonnête de la part du régime de transférer la résolution de la question kabyle du domaine politique au domaine militaire. Nous refusons de discuter avec des militaires. Nous discuterons avec des politiques. Mais en aucune façon, nous n'acceptons que le dossier kabyle soit transféré à l'armée parce qu'il n'y a pas une rébellion armée de la Kabylie, parce que les Kabyles n'ont pas pris les armes. Au nom de quoi ils vont faire gérer la Kabylie par l'armée, à moins de déclarer officiellement que l'Algérie est une propriété de l'armée et que ce n'est pas l'Algérie qui a une armée. Bien sûr que c'est le cas, mais disons qu'ils le disent ouvertement. Mais en aucune façon, nous n'acceptons que la question kabyle soit une question militaire. Nous désertons entièrement le domaine de la violence et le domaine militaire. Nous sommes dans le politique et nous nous y maintiendrons. Voilà, Tanmir. Tanmir, merci.
cher ami, pour votre présence et votre soutien. Vous avez été d'un grand soutien moral hier et me voici conforté encore aujourd'hui en étant à vos côtés. Merci à vous toutes et tous d'être là. Merci aux médias qui se sont déplacés et le combat continue. Sachez que il y aura des rebondissements encore à l'avenir. Nous avons une constitution que nous avons terminée, qui va être rendue publique le 14 juin pour la Kabylie, un projet de constitution qui sera soumis à débat. Il y a également le référendum d'autodétermination qui est déjà entamé. Je vous invite tous à vous inscrire pour exprimer votre suffrage. Le suffrage tiendra 1 an et nous lui avons donné toutes les garanties de sécurisation et de fiabilité aux normes internationales que chacun peut vérifier qu'il n'y a aucune fraude à cet événement et que ce ne sont pas des élections algériennes que nous allons reproduire au niveau du référendum kabyle. Je vous remercie.